Vas-y. Enchanté. Ça va? Ça va bien? Fermez la porte pour louer. On sera plus tranquille. Voilà, on sera plus tranquille. C'est superbe ici. C'est petit, mais Ça permet un sentiment d'intimité. ouais. Parce que vous avez des restaurants plus grands également. Avec deux restaurants plus grands également. Comme ça, vous variez un petit peu les plaisirs et les couleurs. Oui, c'est trois choses différentes, trois niveaux différents. Du coup, Voilà. j'ai Alors- l'honneur d'accueillir Électrochon, meilleur ouvrier de France, grand chef, modeste et génial. Et j'espère que nous allons pouvoir aborder différents sujets avec vous. Ouais. Surtout ceux dont vous avez envie de parler. C'est ça qui va être important pour moi, c'est que vous ayez une carte blanche pour évoquer des sujets qui comptent pour vous et pouvoir les partager avec les personnes qui vont nous écouter. D'accord. Bah déjà, ce que je voulais dire, c'était une grande fascination pour les chaises. Là. Ça, j'avais vu, c'est complètement dingue. Je pense qu'on peut s'asseoir. Ah, c'est gentil, ça me Voilà. touche. Allez, je me mets de ce Moi, côté-là. Ouais, moi je vais de ce côté-là. Du coup, on a improvisé tout ça assez rapidement hier, tout en préparant un minimum. Bien sûr. Tout à fait, parce qu'avec Eric, quand même, Bah, les chefs, c'est un peu leur truc, ouais. les chefs, Très bien. les chefs comme vous, je pense que là, je ne vais pas balancer tous les objets partout. On va essayer de pouvoir obtenir une sorte de tribune D'accord. et d'aborder des sujets qui vous tiennent à cœur. Et la petite précision importante, c'est que, comme d'habitude, pendant qu'on se parle, si je trouve mon petit sac, qui est ici, C'est bon. ben, je vais vous emballer une paire de couverts D'accord. Ok. avec un bolduc tout nouveau, D'accord. spécialement réalisé pour l'occasion de cette carte blanche qui va durer 15 jours, avec beaucoup d'invités du 22 mai aujourd'hui, et on ouvre avec vous, et j'en suis très fière, jusqu'au 5 juin. Et du coup, on a un bolduc rose, et j'ai ça dans la poche, très important. Do not disturb, it's gonna be so confidential. Ah, ça va être dur. Ah. Où est-ce qu'on va l'accrocher? À l'oreille? Voilà, très Voilà, bien. c'est très bien ici. Alors, moi je vous ai connu, Eric, par votre travail. Parce que j'étais tout simplement cliente, j'ai eu cette chance, en fait, dans le 6e arrondissement, de découvrir un endroit qui s'appelle toujours, je crois, Semilla, C'est Mia qui veut dire la graine en espagnol. et qui est assez exceptionnel, Qui est grand, qui est très grand, qui est beaucoup plus grand qu'ici. et qui pour moi est exceptionnel parce qu'on arrive et on nous sert tout de suite de l'eau pétillante et de l'eau gazeuse et du pain, sans qu'on nous ait rien demandé. Oui, ça c'est un peu la tradition. Mais moi, j'avais pas ça, j'avais vu ça ailleurs en France, j'avais vu ça aux États-Unis, Voilà, mais exactement. à Paris, j'étais relativement surprise d'un accueil spontané qui t'offre à boire et du pain, ce qui est un peu l'essentiel. Ça c'est le geste d'accueil en fait du restaurant. Nous on cherche à faire des restaurants un peu déconstruits où le moment passé est aussi important que ce qu'on mange. Alors on doit bien manger, mais le moment construit de convivialité est super important. Voilà, et ça, c'est tout de suite, ça nous met dans une ambiance qui est quand même relativement sympathique. Et quand on découvre la carte, on est assez surpris également, parce que la particularité, c'est qu'on peut commander vos plats, et attention, on n'est pas là pour faire de la pub, je suis là pour parler de votre travail et de la vision que j'ai pu en apercevoir. Je m'absente une seconde parce que j'ai besoin des ciseaux, je reviens tout de suite. Faire des ciseaux. C'est rapide. Donc on a dressé entièrement, j'ai eu cette chance, les tables avec un travail en rubané qui est très différent de ce que vous utilisez d'habituellement comme, Ouais, et surtout ici, vaisselle, hein. ici on est plutôt sur de l'argenterie un peu classique. Non mais moi j'aime beaucoup l'idée du bolduc en fait. c'est un peu le choc des cultures là. C'est le choc des cultures. C'est dans un moment où on essaie de simplifier au maximum. Alors j'ai un restaurant au Japon également. Et au Japon, la culture de l'emballage est quelque chose de Fondamental. fondamental. Et nous, à l'inverse, on cherche une espèce de pureté
d'éliminer au maximum les paquets, d'éliminer peut-être même effectivement les bolducs. Mais ce qui est paradoxal, c'est que par rapport à votre travail, en fait, quand on reprend un couvert, on voit la forme du couvert. En fait, tout à fait. On redécouvre une forme et ça redessine en quelque sorte l'objet. Ça fait ressortir la silhouette. Et parfois, j'ai acheté des couteaux d'une marque connue qu'on ne citera pas, qui est d'une très bonne qualité, et emballé, ça donnait rien. Parce qu'en silhouette, habillé, finalement, on ne pouvait plus identifier le design. Ouais, la forme elle-même, le dessin de la... designé, justement. Et plus un objet est iconique et simple, plus il est lisible, en fait. C'est assez étonnant. D'accord. Vous me faites une petite signature cachée. Cachée. Elle sera cachée. Éric Trochon, quelle fierté. Voilà, donc on a marqué Éric Trochon. Puis on va faire, parce que je pense que c'est normal, un miam. Voilà, un miam, et on est le 22 mai 2020. C'est parti pour l'emballage. Pardonnez-moi pour cette interruption. C'est fini. Je fais machinalement. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont fasciné dans votre travail. Donc c'est les chaises, parce que ça, je trouve que c'est quand même absolument incroyable. C'est l'antithèse justement de ce que j'ai cherché ici. Mais en même temps, elles prennent des proportions dans l'espace qui sont folles, quoi. Qui sont folles. Et bon, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, il y a du monde. Il y a de la référence. Il y a de la référence. Mais je sais pas comment expliquer. C'est un peu s'asseoir sur ça, quoi. C'est un peu s'asseoir sur l'emballage, il y a tout, hein. Il y a la maison du chocolat. Bon, il y a de ma maman. Voilà. Il y a des... Qui adore le chocolat. Des bolducs. Ce qui est important, parce que le but n'est pas de parler de moi, mais de parler de vous, mais juste pour dire un mot sur ces chaises, c'est que ce qui est important pour moi, c'est que soit représenté un maximum de matériaux, aussi bien au sens tactile que visuel, que symbolique. D'accord. Donc, si on trouve de la couverture de survie qui fait du bruit aussi en même temps, c'est parce que si un jour, malheureusement, on a besoin d'une couverture de survie, sauf si on fait du camping, c'est qu'on n'est pas dans une situation très heureuse. Et à ce moment-là, qu'on ait de l'argent ou pas, on est tous les mêmes. Et à l'opposé, on a les bolducs de luxe. Tout le monde n'a pas accès à ces bolducs de luxe. Non, c'est pour ça que c'est assez fourni. Hein. Et puis c'est un clin d'œil au pop art. Et puis d'ailleurs, sur celle-là, Aurélie, là, si tu viens par là, si tu veux recharger un de tes appareils, il n'y a pas de problème. Tu as une petite prise. On a une USB aussi par ici. Ça, c'est des bandes de la panthéisation de Simone Veil. Je suis allée les récupérer dans la rue. J'ai demandé à la police qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai tout récupéré, j'ai lavé à la machine. Et c'est une manière de dire que la rue n'est pas à nous, mais que la rue peut monter dans les maisons. Donc il y a ça qui m'a impressionné. Et puis il y a les formes aussi avec les bolducs d'Hermès. Comme vous savez, je travaille aussi un petit peu pour Hermès. Tout à fait. Et en fait, c'est vraiment une signature parce que rien ne sort sans être emballé par un bolduc chez Hermès. Jamais. Et ils ont une approche très raffinée de l'art du bolduc. Parce qu'ils ne changent pas de couleur. Ils en ont certes pour les parfums de couleurs différentes parfois. Mais ils restent le même. Mais ils inscrivent à chaque fois un message différent qui est leur thème de création de l'année. Et un coup, c'est à vous de jouer. Un coup, c'est l'année de la musique, l'année du cheval, l'année de la main. C'est porteur de messages et ça crée des millésimes. Et je crois qu'il y a quelques personnes qui les collectionnent d'ailleurs. Oui. Non, mais en fait, c'est l'objet lui-même, on ne sait pas ce que c'est. C'est un pavé de la rue Royale. Mais c'est incroyable. Et j'avais aussi beaucoup flashé sur un tabouret que vous aviez fait. Moi, c'est à Hong Kong. Voilà, que j'appréciais particulièrement, justement. Alors, aussi avec du bolduc de chez Hermès, mais la forme du tabouret était complètement folle, en fait. C'était un tabouret hirsute. C'était un tabouret qui m'a coûté vraiment très très peu d'euros que j'ai acheté au Plus de Saint-Ouen. Et j'ai fait une série de tabourets comme ça, et du coup, selon l'habillage, ils prennent une allure totalement différente.
Et j'aime bien parce que ce tabouret dont vous parlez, je trouve qu'il ressemble à un petit animal, à un caniche. D'accord, ouais. Bah, ça fait un petit peu hérisson, hein. Ouais. Mais bon. Ce qui est marrant, c'est que chacun il voit ce qu'il veut, si jamais il le voit, et puis si on ne le voit pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Bon, il y a ça, et puis je crois que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il n'y ait pas de. Comment dire, on souligne la forme, mais il n'y a pas de sens utilitariste, en fait, puisque les couverts qu'on a là, qui sont couverts de Bolduc, je ne vais pas les utiliser pour le restaurant. Mais ils sont lavables, hein. Ouais, mais, non, mais voilà, je trouve que c'est plus intéressant de les avoir comme ça en mise en place, à la limite, et presque les enlever au moment où le client arrive. C'est l'habillage de la table, ça pourrait être rigolo, d'habiller une table comme on habille avec une robe, hein, et voilà, et ensuite, alors ça c'est très utilitariste, ça a des fonctions comme ça, mais vous avez fait pas mal d'objets aussi qui sont quand même assez drôles, et moi qui me fascinent. C'est adorable, ça me touche beaucoup venant de vous, mais je répète que le sujet, on est dans le sujet parce qu'il va y avoir beaucoup d'interviews croisées de journalistes, notamment dans la session qui va durer jusqu'au 5 juin avec tous ces lives. Donc du coup, vous allez parler de moi, sans me poser trop de questions, mais c'est normal parce que vous ne connaissiez pas mon travail, donc je suis heureuse d'avoir votre réaction et touchée que vous l'appréciez. Et non, mais il n'y a pas de forfanterie, hein. C'est-à-dire que c'est une façon de détourner des objets comme ça, et ça appelle pas mal de choses. Première pièce en rose. Pour vous. Pour moi. Cadeau. De la maison. Et la signature est cachée en plus. La signature est cachée, ouais. Voilà. Et on peut le déballer, ça n'a pas abîmé le couteau. Non, mais c'est pas l'objet de le déballer, c'est l'objet de le garder comme ça. Je suis fier, je vais pouvoir le mettre. Non, on est dans une société où on est en train de se poser des tas de questions. Bon, on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Hein. Là, le restaurant est fermé parce qu'on est en plein confinement. La question, c'est la valeur des choses et est-ce qu'on a suremballé justement, est-ce qu'on n'en fait pas trop au détriment de la valeur intrinsèque de l'objet lui-même. Et ça, c'est une vraie question. Et c'était une vraie question pour la cuisine également. Et j'ai été longtemps complexé d'avoir une cuisine très dépouillée, pas très show-off. Et quand on a eu notre étoile en février, c'était une vraie surprise pour nous. L'étoile est attachée à quel restaurant? C'est à Solstice. Là. À Solstice, d'accord. L'étoile est attachée à Solstice. Et la recherche de Solstice, c'était justement alors, j'aime pas l'idée de pureté parce que ça veut tout dire et rien dire, hein, mais c'est comment dire, de dépouiller les choses pour ne garder que l'essentiel. Et en cuisine, l'essentiel, c'est le goût. Hein, et on s'est noyé pendant des années dans la présentation, on s'est noyé pendant des années justement le dressage. Dans le dressage, où on est arrivé à pas mal de fanfreluches. Et là, on est en totale, vous et moi, on est en totale opposition en fait. On est en totale opposition. Sauf que vous le détournez, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans la notion de déco. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je déteste la déco. C'est pas de l'art décoratif en fait. Et moi, je ne le vois pas comme ça en tout cas. Pour moi, c'est pas de l'art décoratif. J'ai fait beaucoup d'art appliqué, mais il est vrai que là, c'est une démarche libre qui n'a aucun sens, aucun but, ni même celui d'être vendu. Donc on n'est même pas dans l'art appliqué, on est dans l'acte gratuit. Voilà, exactement. Et ça, c'est important, c'est intéressant. Et la cuisine, c'est quelque chose qui doit être aussi dans la profondeur, en fait, de l'objet lui-même, hein. La saveur, le plaisir qu'on va tirer de cet instant, et se noyer dans une décoration où justement la cuisine devient presque de l'art. Enfin, ça détourne l'attention. Ça détourne l'attention du mangeur. Moi, j'ai beaucoup complexé par rapport à ça. Ceci dit, dans ce que j'ai pu voir, vos assiettes sont quand même relativement bien dressées. Hein. Oui, mais sans voilà, pas dans le show-off et pas dans le superfétatoire. Surtout, ça, il n'y a pas de choses qui n'ont pas de sens dans l'assiette. Hein. Tout à fait. Donc, on ne met pas des fleurs en hiver, on ne met pas des petites poupousses à la pince à épiler pour le principe. Enfin, voilà. En revanche, le produit lui-même,
ce qui pourrait correspondre en fait au design du goût et doit être impeccable, c'est-à-dire la matière première, elle doit être extraordinaire. Comment vous faites pour gérer cet approvisionnement en matières premières de qualité? Mais on a un certain nombre de fournisseurs et amis avec lesquels on travaille. Du coup, qui sont tous différents? Qui sont tous différents et qui connaissent notre niveau d'exigence et qui ne nous proposent pas forcément les plus jolis produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la qualité ne passe pas forcément par la beauté de la tomate parfaitement ronde, colorée, à point, etc. Donc ce qui est important, c'est quand on la coupe et qu'on la mange, quel goût elle a, quelle émotion elle donne. Et j'ai vu des gens vraiment émus en fait, par le goût de ce qu'ils mangeaient. Et notamment, on fait ici une cuisson sur des poissons entiers sur arête, chose qu'on ne fait quasiment plus nulle part. Parce que d'abord, ça coûte. Ça consiste en quoi pour les personnes qui ne connaissent pas, dont moi, je l'avoue? En fait, pendant des années, on a fait des cuisines sur le modèle un peu japonais où on coupait tout en petits morceaux, c'est-à-dire qu'on faisait des filets de poisson qu'on coupait et on arrêtait de cuire des pièces entières. Alors que là, en fait, on prend un turbo, on le met entier au four et on le cuit et ensuite on le dresse au fur et à mesure du service. D'accord. C'est valable dans une petite maison comme ici. Et il n'y a pas cette notion de portion parfaitement pesée, équitable. Et le fait de cuire sur l'arête, en fait, amène énormément de goût dans le poisson lui-même. Donc on n'a pas besoin d'avoir un accompagnement fou. Le poisson est juste sublime. Et ça, mais c'est pas beau. C'est pas esthétiquement. Quand est-ce que vous ouvrez, que je puisse venir, parce qu'on est voisins? Le plus tôt possible, parce que là, ça commence à être vraiment long. Vous pouvez bien cuisiner chez moi, sinon. Voilà, avec un grand four pour un grand turbo. Non, mais voilà, la qualité du produit, c'est ça la vraie valeur pour nous. C'est pas. En fait, vous n'avez le droit, vous êtes exigeant à strictement chaque étape, depuis l'approvisionnement jusqu'à la sortie du client de votre restaurant, finalement. Voilà, jusqu'au moment passé par le client. Et moi, ce que j'aime, c'est quand les clients sortent et disent ah ben, on a passé un bon moment. Voilà, ça c'est super important. C'est super important parce que ça dépasse largement le cadre de la cuisine, finalement. Il n'y a pas de performance on ne cherche pas à faire le meilleur, on cherche juste que le moment où vous venez, vous soyez le plus confortablement possiblement assis déjà, servi, et avec une espèce de gentillesse, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre ambition en fait que ça. Et tout ce qui est superfétatoire, tout ce qui n'a pas de sens, n'a pas de place ni sur la table en termes d'objets, parce qu'on a beaucoup simplifié l'art de la table, au détriment justement des marchands d'art de la table qui aimeraient bien qu'on utilise plus souvent des assiettes compliquées, ce qui leur permettrait de renouveler leur gamme. Bien sûr. Vous pouvez nous montrer votre assiette normale? Les assiettes normales, c'est des assiettes qui ont été faites par un artiste coréen. Ça peut être intéressant. Vous voulez pas nous en montrer une? Je vais vous en montrer une. C'est les coulisses. C'est les coulisses, voilà, les coulisses de l'exploit. Alors chaque assiette est différente. L'assiette, c'est de la porcelaine tournée. C'est de la porcelaine qui est faite autour et qui est en fait recouverte d'un émail traditionnel coréen qui correspond, et vous avez à chaque fois le petit solstice, c'est-à-dire le petit rond. D'une extrême subtilité, voilà, on est quand même dans de la nuance qu'on peut ne pas voir si on ne fait pas attention. Et l'assiette change de couleur en fait avec la lumière, c'est-à-dire qu'elle passe du gris au bleu très légèrement bleuté en fait. Voilà, et dessous? Et dessous, il a mis Elle est sous-élevée. Alors parce qu'il est tour en fait. Il est tourne, il est passe au tour. Alors on a beaucoup de difficultés à avoir des assiettes très plates parce que c'est très compliqué de faire une assiette plate au tour. Et il a mis un peu d'oxyde de fer pour donner de la résistance et du poids à l'assiette pour éviter qu'elle bascule. Voilà. Donc ça c'est un travail de. En fait c'est comme un écrin mais qui s'effacerait en même temps qu'il mettrait la lumière sur le plat. Voilà. Ce qui est important c'est qu'il est à la fois très discret. Exactement. Mais si on le regarde, il est bourré de détails. Mais c'est seulement si on veut regarder. Exactement. Mais c'est pareil aussi sur toute l'histoire du restaurant, c'est qu'on a tout sélectionné, tous nos objets ont un sens. Les murs sont en papier coréen, enfin bon, un vrai papier de fabrication
Suis-nous entièrement, parce que j'ai peur qu'on n'entende pas. entièrement naturel. Mais on n'est pas obligé toujours de raconter l'histoire parce que c'est aussi c'est pénible, hein, des restaurants où on est sans cesse. Ah oui, on n'a pas besoin. Voilà, on est sans cesse interrompu par le serveur qui vous raconte l'histoire. Moi, je pars du principe que si on a besoin de connaître l'histoire et que le produit, la pièce, l'œuvre, le film ne parle pas tout seul et qu'on a besoin de connaître l'histoire ou le storytelling, c'est qu'il y a un problème. Oui, voilà, mais après, il y a de la profondeur, c'est-à-dire que chaque chose a été choisie, si on veut, chaque chose est mise en référence. Tant mieux derrière. Chaque chose est mise en référence, mais j'ai pas envie de l'expliquer, en fait. Voilà. Pas plus que j'ai envie de commenter un plat. Je déteste. Donc vous ne faites pas partie des chefs qui font le tour des tables pour aller serrer la main. Non, je préfère. Il y a une chose que je fais ici, c'est que. On n'est pas rue de la Reine. Non, voilà. C'est autre J'adore. chose. C'est autre chose. Non. Il y a une chose que je fais ici, c'est que je viens mettre la sauce. Parce que je suis un passionné de sauce. Et que ça, vous avez écrit un livre également sur les sauces. J'ai fait un gros livre sur les sauces françaises. Et ça, c'est une vraie signature de la gastronomie française. Dans une période où on est tous un peu perdus. On a. Qu'est-ce que ça veut dire la cuisine quand on est dans une période mondialisée comme ça? Voilà, en fait. C'est quoi rester singulier dans un monde pluriel où, alors là, on est tous confinés, on ne prend plus l'avion, mais aujourd'hui, on trouve les mêmes assiettes. En termes de cuisine, vous êtes assez influencé par d'autres cuisines, non? Non, justement, j'essaye de pas être influencé. J'ai une grosse fréquentation du Japon, de la Corée, de l'Asie en général, mais je me défends un peu de ça. Je préfère utiliser leurs techniques, mais pas la sauce soja ou pas un certain nombre d'ingrédients. Le wasabi, le yuzu. Voilà, alors, parce que ça, c'est des choses qui sont un peu des poncifs du truc, et on n'est pas du tout là-dedans, hein, c'est pas ça. Mais oui, j'avais cru comprendre que vous étiez un petit peu à cheval entre l'Asie et la France. Non, ça c'est marrant parce que c'est un truc qu'on nous colle là comme ça, parce que j'ai la déco, ma compagne est coréenne et donc on a fait un endroit à nous avec des objets d'Asie, mais la cuisine, non, elle est 100% française, et j'essaie justement de défendre cette idée de sauce qui est très importante. Et donc pour revenir, je viens mettre la sauce à table devant le client, et ce qui me permet un premier contact et qui n'est pas un contact artificiel en fait. Il y a une vraie raison, c'est qu'une sauce, elle doit être chaude, elle est en saucière, quand on la trimballe dans une assiette, elle bouge, c'est moche. Et là, elle arrive chaude au dernier moment sur la table devant le client. Donc je mets la sauce à table, ça c'est ma première action. Et la deuxième, c'est à la fin du repas de sortir et quand le client s'en va, de le saluer, de le remercier. Voilà. Sinon, j'aime pas le tour de table un peu imposé, chimpanzé, où on fait son cirque. Et puis il y a des gens qui ont envie de parler, d'autres qui n'ont pas envie de parler, tout simplement. Et combien de personnes sont en cuisine quand le restaurant n'est pas malheureusement fermé? On est 6 en cuisine. Ah, quand même? Oui, quand même. Pour combien de tables? On fait 24 couverts. Ah, ça fait beaucoup par personne. Hein. Oui. Et vous avez quand même de l'étoile, donc ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Il y a beaucoup de choses. C'est un peu. Les choses se voient pas. Hein. Les choses se voient pas. Les choses importantes se voient pas, mais elles demandent nécessairement. Je vous donne vos couverts. Alors mes beaux couverts roses là. Ça. Voilà. J'espère qu'ils vous porteront bonheur. Ah ben moi aussi. Parce qu'ils sont roses et que le rose en général, c'est peut-être pour les filles socioculturellement. Oh non, mais alors ça. Mais pas seulement. Non, avec un peu de mon ADN dedans. Bah c'est super. C'est super. Voilà. Et du coup, moi je vais faire un petit tour pour regarder ce qui se passe. Donc là, on voit que c'est pas du tout votre vaisselle, hein. Ça va pas du tout là. Il va falloir retirer tout ça absolument. Hein. Ça habille le restaurant d'une autre façon. Et là, à ce bar ici, on peut déjeuner, dîner également? Oui. Donc vous avez 3 places au bar. On a 3 places au bar. Ouais. Ça fait partie de l'interaction avec les clients aussi. On a plein de gens qui sont fascinés par l'idée de voir le cuisinier préparer. Et il y a un dialogue qui s'instaure. C'est très agréable d'être au bar. Oui, j'aurais bien aimé avoir un bar plus long, malheureusement, vu la taille de l'établissement, c'est quand même assez petit. Et si on prenait place au bar? Alors, prenons place. Précieusement découvert. Alors, pardonnez-moi, j'ai vraiment des foins, donc ma voix n'est pas totalement au diapason.
Et alors, avec ces quelques objets que nous avons choisis ensemble, Oui. plutôt ensemble, c'est vrai, j'aimerais bien qu'on fasse des petites interviews très rapides. Mhm. Par exemple, j'aimerais bien, en prenant ces deux objets, savoir aujourd'hui, malgré le confinement, on oublie le confinement, qu'est-ce qui vous donne la banane, Eric? La cuisine. La cuisine. Tout simplement. Tout simplement, ouais. C'est vraiment, je pense à ce que... Donc on est vraiment dans la passion. Hein. Plutôt dans la passion, ouais, plutôt dans la passion. Je fais ça depuis quelques années, mais il y a vraiment... Là, j'ai envie ça fourmille les mains, la tête, tout est... Et si je suis pas contente de la réponse, parce qu'elle est trop facile, qu'est-ce qui vous donne la banane en dehors de la cuisine? Le soleil et la lumière. Ben, on est d'accord, on est en phase. Voilà, moi c'est ça qui me... Et si vous regardez le restaurant, en fait, j'ai acheté ce restaurant sur un coup de tête uniquement parce qu'il était en angle et qu'il a une grande lumière. Tout à fait. Elle a complètement la différence de Sémilla où on est engoncé dans une petite rue, dans un tunnel, la cuisine La est rue tout au fond. de Seine. Rue de Seine. L'établissement est très beau, mais il est fait complètement différemment. Et ici, on joue sur la lumière qui vient de l'extérieur, comme une grosse boîte à lumière, en fait. Et moi, ce qui me donne la banane, c'est la lumière. C'est relativement audacieux de choisir ce quartier, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit j'y suis et j'en suis très heureuse, mais ce n'est pas un quartier extrêmement visité des touristes, et où il n'y a pas beaucoup de passages. Non, c'était un gros pari. C'était un gros pari, mais qui correspondait aussi à un pari économique, qui était celui de nos moyens. Le Saint-Germain, on sait tous que... C'est un quartier qui monte, hein. Mais j'espère. On est là. Voilà, on est là. Les prix vont monter. J'espère. J'espère que ça va monter. Non, mais on a une grosse clientèle de quartier. Et on a rencontré des gens incroyables ici. Parce que c'est quand même un très beau quartier. Enfin, il a cette ambivalence d'être à la fois le quartier des étudiants le midi, mais avec une clientèle quand même assez richissime le soir. Et fidèle. Et fidèle parce qu'ils ne sortent pas beaucoup en fait, du quartier. Et puis, bon, bah, c'est un petit côté village, ce 5e, je trouve, moi. Ah oui, celui-là, oui, coincé entre la rue Mouffetard, Gay-Lussac, la place Saint-Médard en bas, c'est un vrai village. Et les gens se connaissent, et souvent même, il y a des gens qui s'interpellent d'une table à l'autre. Ah, vous êtes là ce soir, c'est assez marrant. Ma voisine Gabrielle m'avait parlé de votre restaurant, c'est drôle. Donc, par rapport aux objets, alors la précision, bah oui, le compas. Objet de sellier maroquinier, de menuisier, de beaucoup de corps d'artisans. De maçons. Ouais, de maçons. Ouais. Non, mais c'est vraiment un objet symbolique très fort pour moi. En fait, ça ne sert pas à tracer des cercles, ça sert à prendre un point de repère. En sellerie et maroquinerie, par exemple, lorsqu'on doit faire là je peux plus le mettre à taille, quoique je peux le mettre à taille. Lorsqu'on va coudre le bord d'une pièce, on va prendre un 2,5 mm, on va prendre appui sur la pièce, là c'est pas 2,5 mm évidemment, et on va tracer très légèrement un trait sur lequel on va venir griffer avec une sorte de fourchette. D'accord. Et non pas un marteau, mais la chose plus douce que le marteau, j'ai oublié le nom, un maillet, qui vont faire le marquage qui va permettre d'avoir des trous à espace mesuré. D'accord. Et des griffes comme celle-ci, il en existe une multitude de différentes tailles selon la taille des pièces. Et c'est notamment pour ça qu'en sellerie et maroquinerie, qui est un métier qui me touche, on se sert de ces objets de précision, de compas, mais pas pour faire des cercles, et pour procéder à des gabarits. En fait, c'est en symbolique, c'est le sens de la mesure. C'est pas du tout pour faire des cercles. On fait des cercles à l'école, mais dès qu'on en sort, non, le compas, c'est le sens de la mesure. Voilà, puis après, il y a des objets comme les marteaux, je trouvais très intéressant. Parce que un marteau Chanel, c'est quand même pas commun, quoi. On a juste envie de le garder comme ça. Et en plus, ça n'a aucun sens. Enfin, il y a un côté tellement dérisoire. Oui, il a servi, et en fait, il servira encore, et il peut servir. Et au pire, s'il s'abîme, je remplace le morceau qui est abîmé. Et le principe de ces bandelettes remonte à bien plus loin que l'Égypte et finalement conserve et solidifie les objets. C'est ça qui est drôle.
qui m'amuse aussi. C'est-à-dire qu'on change l'aspect, mais en même temps, on solidifie l'objet. Ouais. On le consolide. Et puis on rend visible quelque chose qu'on ne voyait plus dans sa trousse à outils. Et en même temps, ce qu'on voyait dans sa trousse à outils, ça devient invisible. Et j'aime bien cette espèce de phrase un peu bizarre, un peu intellectuelle, qui est de rendre visible l'invisible et visible l'invisible. Enfin bon. Mais ça, je comprends. Et le sucré, vous aimez bien? Moi, j'aime bien le sucré. J'aime bien le sucré, comme tous les Français. Pâtissier? Je fais beaucoup de pâtisserie. J'ai une très bonne pâtissière ici. Et comme tous les Français, je suis très malheureux en Asie, par exemple, quand on termine les repas sans sucré. Parce qu'en Asie, on termine les repas sans sucré, je savais pas ça. À Corée, Japon, on termine le repas sur le salé. En fait, le sucré, on le consomme à l'extérieur des repas. En snacking ou... alors, évidemment, on a importé la pâtisserie, donc, mais ça, c'est une mode occidentale. Un repas traditionnel coréen, on s'arrête au salé. Donc, moi, je suis très frustré en général quand je suis en Asie de ne pas avoir de sucré. Et par rapport à tout ce souci de prise de poids, de la population, tout ça, est-ce que vous avez remarqué des changements avec des personnes qui prennent moins de desserts que d'habitude par rapport à quelques années, ou ça bouge pas? Non, ça bouge pas. Ça, c'est juste une question de bol alimentaire. C'est-à-dire que la prise de poids, elle est due à la manufacture des produits, c'est-à-dire du sucre introduit. Parce qu'en fait, c'est des cuisines où il y a beaucoup de sucre qui est introduit. Et ça, c'est fait notamment dans la cuisine coréenne après la guerre. Et les Américains ont amené le sirop de maïs. D'accord. Et c'est une cuisine qui est très très sucrée finalement, intrinsèquement, ce qui leur permet d'utiliser du piment, puisqu'en fait le sucre diminue la force du piment. Incroyable. Et j'ai eu l'occasion de goûter de la cuisine de Corée du Nord. Et pour le coup, eux n'ont pas du tout de sucre. Et la cuisine coréenne est totalement différente. Ah, c'est fou. Disons, plus on voyage, plus ça change. C'est ça qui est magique. Voilà, puis après, les objets, la planche, la planche, coupée, ça vous sert. Bon, voilà, ça c'est des planches. Voilà, ça c'est des petites serviettes. Je disparais une seconde. Et je reviens, vous pouvez parler. Voilà, les planches, c'est la base de notre métier. Hein, celles-ci sont, c'est des planches plutôt pour l'apéritif. Mais la première chose qu'on fait quand on met en place un poste de cuisine, c'est qu'on y pose une planche. Voilà. Parce que la planche, c'est le respect aussi des couteaux. Et c'est l'espace délimité par le cuisinier pour faire ses préparations. Donc c'est marrant. Bon, là c'est des petites planches quand même pour nous. Oui, mais bon, on peut faire un vœu facilement pour demander à ce que la France, l'économie, sa population se portent le mieux possible. Il y a un sport comme ça avec des raquettes très simples. Je ne vais pas l'envoyer très loin, je vais faire de mal à personne. Je vais faire doucement. Ah ouais, un petit peu le jokari un peu. Hein, c'est juste un vœu pour espérer que la France et sa population se portent le mieux possible. Voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère dans la gastronomie ou ailleurs? Justement, ce qui me met en colère, c'est le superfétatoire, c'est la présentation et c'est l'effet de manche. Ça, je déteste ça. Je déteste ça. Et ça desservit beaucoup la cuisine. Et ça, c'est quelque chose qui m'horripile. Quand on a quelque chose dans une assiette qui n'a rien à y faire et qui n'a pas de sens. Vous avez commencé comment finalement votre première expérience, votre premier restaurant? C'était quoi? Mon premier restaurant, c'était une brasserie. C'était il y a très longtemps. C'était chez Francis, place de l'Alma, parce que moi je suis un Parisien, un Parigo. Alors j'ai pas de terroir. Hein. Alors c'est un peu gênant parfois. Donc terroir, c'est la cuisine française. Tout le monde a une grand-mère bretonne ou alsacienne, auvergnate. Moi j'ai pas. Donc c'est comme ça, on est parisien depuis. Et du coup, vous avez emprunté, vous avez investi, vous avez loué, vous avez. Non. C'est du tout petit la cuisine chez vous? Oui. Moi j'ai toujours voulu faire la cuisine. Oui, j'ai toujours voulu faire la cuisine. J'ai toujours été passionné par le goût en fait des aliments et par le médium, la possibilité que ça donnait en termes d'expression. Et probablement le don, le fait de faire plaisir, même si c'est un métier. Métier, c'est venu tout seul comme une vocation instinctive? Non, mais ma grand-mère maternelle était cuisinière, mais ça a sauté une génération parce que c'était un métier qui était tellement dur que ma mère a juré de jamais faire ça. Waouh. Donc, ça a sauté une génération. Et après ce premier restaurant, ça a fonctionné et du coup vous avez continué, j'imagine?
Oui, j'ai continué, mais j'aborde la cuisine sous plein d'aspects différents. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de stylisme culinaire, j'ai écrit des livres, j'ai enseigné beaucoup aussi à l'école Ferrandi. Que j'ai faite Voilà. également, Bah, cidrerie maroquinerie. Oui, effectivement, parce Un qu'à point l'époque, commun. oui, à l'époque, effectivement, on avait les celliers. C'était une école des métiers de la main. Hein. C'était Menuiserie, voilà, menuiserie, cidrerie agencement, maroquinerie, agencement, tapisserie, tapisserie, voilà. Et il y avait rue de l'abbé Grégoire. voilà. Et nous, on était de l'autre côté, on était rue Ferrandi. C'est pour ça que ça s'appelle Ferrandi. D'accord. Et les deux écoles ont fusionné maintenant et on est entre la rue de l'abbé Grégoire et la rue Ferrandi. Voilà, j'ai fait Ferrandi, puis j'ai enseigné à Ferrandi également pour la transmission. Pour la transmission, voilà, pour le plaisir de transmettre. Je sais pas si c'est un plaisir, enfin, c'est c'est une nécessité de transmettre. Et dans nos métiers, les métiers manuels, on n'apprend pas tout à l'école. Il y a des choses qu'on est obligé de transmettre par la vue, le geste, et se réapproprier en fait le tour de main, tout simplement. Mais ça prend du temps et de l'énergie, donc il y avait forcément un peu de plaisir dans la transmission. Ah non, mais il y a du plaisir, mais je veux dire, c'est aussi un métier, c'est pas... Bien sûr. C'est pas du plaisir au sens... c'est plaisant de le faire, mais c'est un métier, c'est fatigant. Enfin, je veux dire, quand on a fait une journée de cours, on est rincé. On est vidé. Ouais, on est en cuisine en plus, avec des gens, on a 12 personnes, avec des couteaux, il y a le feu, il y a l'huile bouillante avec la friture, enfin, c'est extrêmement épuisant comme boulot. Et par rapport à la scène mondiale culinaire, vous vous trouvez placé comment ? Moi, je suis totalement déconnecté de ça. Je suis pas... Faites abstraction, vous ne vous posez pas la question finalement. Bah, on se la pose tous, puisqu'il y a toujours une évaluation entre les cuisiniers, entre eux, ce qu'ils font pas, et puis la cuisine française, qui était une cuisine un peu leader, s'est trouvée à un moment détrônée par la cuisine espagnole, et puis ensuite par la cuisine des pays nordiques, comme en ce moment avec le Noma, par le supernaturel. Donc il y a toujours une espèce de compétition où les autres sont venus nous chercher. Donc on se sent forcément concerné, mais on a un patrimoine qui est tellement merveilleux qu'on peut puiser dedans à souhait, il n'y a pas de problème. On a de quoi faire, chez vous notamment. Du coup, si vous deviez me donner un ou deux ou trois mots-clés. La simplicité, le plaisir et puis la lumière. Je crois que c'est vraiment Voilà, la c'est chose. vite dit, c'est vite fait, emballer, c'est pesé. Emballer, c'est peser, voilà, c'est Donc, important. vous allez répéter. Et non, j'ai rien ben non. répété. Non, mais bon, la simplicité, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et quand on a des objets comme ça, enfin, il y a rien enlevé. Enfin, ils sont dessinés. J'ai travaillé pas mal en design aussi avec un garçon qui s'appelle Marc Bretillot, et on a fait beaucoup d'expériences ensemble justement sur le design du goût. Hein, donc c'est quand on est pur, on dessine et on arrive à un objet ou un objet culinaire où il n'y a plus rien à enlever en fait, et qui est en même temps extrêmement touchant. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les chaises. Parce que pourtant, elles sont saturées. Hein. Oui, mais c'est tellement dingue. Enfin, voilà, c'est un univers dingue qui est à l'opposé du mien. Et pour le coup, ça m'intrigue, ça me marque, ça me fait poser plein de questions parce que ça fait penser aussi un peu au rebut d'une civilisation où on est dans le trop. On est dans le trop. Tout à fait. Elles sont excessives. Dans l'excès de pollution, de décoration, et de récupérer tout ça pour en faire un objet d'art. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre fonction. Enfin, c'est une chaise, mais c'est une chaise de jardin pliante de chez Confo truc que j'avais chez moi. Hein. Tout ça est sans prétention. Hein. Non, mais il y a ce côté jeu aussi. Enfin, je pense que vous avez bien joué. Ah ouais, j'adore. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même un côté jeu, il y a un côté pas sérieux. Mais il y a du travail, hein, ça met longtemps, ça casse le dos, on a des courbatures. Mais on est d'accord, on a des métiers comme les nôtres. Amener une assiette sur la table, c'est l'aboutissement de 15-16 heures de travail par jour. Et
il y a un aspect, on joue, je crois que c'est important quand même, enfin, c'est un peu la nature humaine comme ça, de jouer avec des objets, les détourner. En tout cas, quand on regarde un enfant, c'est sa nature. Et personnellement, du coup, pardon si je prends du coup moi la parole, je pense que c'est juste un luxe de conserver vivant l'enfant qu'on a été, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être immature et qu'on est immature. Mais heureux sont ceux qui gardent leur âme d'enfant et leur capacité de jeu, d'émerveillement, de découverte, d'invention et de créativité. Et ça, tous les enfants l'ont. Oui. Ah, parce que là, il n'y a pas de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde les petites voitures. Bon, moi, je suis un garçon. Quand j'étais jeune, on jouait avec les petites voitures et on les customisait, quoi. On leur mettait des trucs dessus, des autocollants. Là, vous les avez emballés. Pardon, des fois. Là, vous les avez emballés, mais... c'est pas facile, il faut les scotcher avant parce qu'il y a plein de trous entre les roues, le pare-choc, tout ça. Donc il faut faire tout un cocon de scotch avant de pouvoir l'emballer. Voilà, et puis, je trouve ça marrant parce que ça pourrait être fait par un enfant, en fait, complètement. Ça pourrait être complètement fait par un enfant, nonobstant le Bolduc Chanel. Tous les enfants n'ont pas accès au... Mais je suis tombée sur des enfants qui m'ont demandé des Bolduc et qui emballent chez eux à leur manière. Et qui m'ont donné des pièces et les enfants aiment beaucoup ce travail en fait. Et ça me fait plaisir. Il y a un travail d'emballage qui est marrant. Bon après, il y a plein de significations. On parlait du Japon. Du coup on en prend une chacune, hein. Tellement vroom vroom. Votre film préféré, celui qui vous vient en premier à l'esprit? Pas facile hein. Pas facile hein. Pas facile. La grande bouffe? Non. Non, c'est pas facile. Non, il y a un film que j'aime beaucoup parce que je le regarde avec mon fils, c'est Walter Mitty. En fait, c'est une espèce de grand gosse qui vit une aventure, je sais pas si vous connaissez le... Oui, je vois. C'est à la fois, ça pourrait être un peu gnangnan, mais quand on y réfléchit, c'est assez symptomatique de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. La réal est plutôt bien faite et c'est un film plein d'espoir en fait. C'est-à-dire qu'on peut rester un gosse, faire les choses sérieusement, mais rester un enfant. Votre endroit préféré dans Paris? Ah, mon endroit préféré dans Paris, c'est la Concorde quand je passe le matin à 6h pour aller à l'école. Je passais par la Concorde, parce qu'on embauchait très tôt à Ferrandi, je passais par la Concorde en vélo, et le matin à 6h, quand il y a une belle lumière, c'est super. Une musique qui vous rend heureux? Une musique qui me rend heureux, toutes les musiques, mais musique classique, j'aime beaucoup. Classique plutôt? Ouais, plutôt classique, et en vieillissant, je trouve que Mozart est quand même incroyable. Ça me rend heureux. Ouais, moi, Bach, ça me transporte. Oui, mais il y a un côté chez Bach qui est presque trop sérieux. Et je trouve que Mozart, en fait, on en a fait un truc super chiant. Et quand j'étais petit, écouter Mozart, c'était vraiment la honte. Et en vieillissant, je trouve qu'il y a une légèreté, justement, et une âme d'enfant qui m'amuse beaucoup, en fait, et particulièrement dans ses opéras. Voilà. Jose, oui. votre juron préféré? Je crois que c'est merde. Bon, ça me semble être une bonne conclusion. Peut-être que nous allons pouvoir faire la photo officielle. Ah oui, avec un vrai appareil en plus. La photo d'abord de Aurélie, Laurent. Tac, j'en prends deux pour doubler. Attends, bouge pas. Voilà. Eric, où est-ce que vous voulez que je vous prenne votre... Non, mais là je suis bien. Vous êtes bien là? Ouais, là je suis bien. Je suis pas loin de ma cuisine, je suis sur mon... Voilà, cheese, comme on dit. Voilà, on évite de parler de gilets jaunes, de déclaration d'impôts, voilà, de coronabidule, et on pense au bonheur. C'est dans la boîte. Attendez, je n'ai pas rechargé. Clic-clac, merci Kodak. Les Coréens disent kimchi, donc ça fait Kimchi.
Kimchi, c'est bon, on est bon. Je crois que on peut partager un petit hommage au surréalisme, si vous le permettez. Ouais. Et je m'excuse encore pour mon rhume des foins. Ah oui. C'est pas très pro, mais je ne suis pas pro. Non, mais c'est la saison. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Et du coup, on va juste chiller. Chiller à votre art, à la passion. Non, nous on a. À quoi vous voulez chiller? Non, moi c'est pas. On a de l'art au sens technique, c'est-à-dire nous sommes des hommes de l'art, mais c'est de l'artisanat en fait. Voilà. Tout à fait. Alors que ce que vous faites, vous, ça, pour moi c'est de l'art, c'est-à-dire que ça n'a pas d'autre fonction que d'être là et d'exister, et on ne cherche pas l'utilitarisme. Alors que quand on vient manger dans un restaurant, on a des grosses attentes quand même. Hein. On a des grosses attentes. Les frontières sont ténues. Voilà, et j'aime pas trop être considéré comme un artiste. Je préfère être considéré comme un artisan en fait, que comme un artiste. Je trouve que c'est. Voilà, je ne me sens pas artiste. Et alors il y a certainement des chefs qui sont. Vous des savez, artistes, je crois que c'est. Moi, je me sens pas artiste non plus. C'est pas à moi de dire que je suis une artiste. Parce que c'est dans le regard des autres qu'on peut ressentir que quelqu'un est artiste, je trouve, en fait. Donc moi, je suis artisan quand je fais ça avant tout. C'est un métier manuel, c'est un savoir-faire. Ouais. Et après, dans le regard des autres, si c'est perçu comme de l'art, je vais pas refuser. On est d'accord, mais sauf que. Mais je trouve que c'est quelque chose où on ne peut pas s'auto-proclamer artiste, finalement. Non, mais s'autoproclamer artiste, je trouve ça. Enfin, ça fait artiste de variété, quoi. Eux, ils aiment bien dire je suis artiste, les artistes. Bon. Mais dans tout ce qui est objet, sculpture, etc., ça vient de tellement plus loin que se proclamer artiste, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Et je sais que c'est un des problèmes de la cuisine, et notamment de la cuisine française, c'est qu'il y a beaucoup de chefs qui se prennent pour des artistes, mais il y en a aussi beaucoup qui sont... et j'ai par exemple une grande admiration pour Alain Passard, qui a trouvé un autre médium. Charmant charmant avec très charmant, très bel homme. L'homme est... Là, je vous laisse apprécier. mais c'est des coupages qui sont incroyables. C'est-à-dire que, voilà, sa cuisine est incroyable, mais est-ce que c'est de l'art, la cuisine? C'est un peu... Moi, je suis pas très convaincu de ça. Mais ça serait, ce qui est super, c'est que ça ferait l'objet d'une longue discussion potentielle. Ah ben ça ferait l'objet de beaucoup de bagarres, je pense, entre nous. Ouais, voilà. Entre nous, ça. Mais moi, ce qui me plaît dans votre univers, c'est que je le trouve dingue, voilà. Et il me sort du quotidien, et vous avez réhabillé les choses d'une façon beaucoup plus poétique, en fait. Bon, ceci n'est pas une pipe, on est bien d'accord, mais voilà, c'est... Mais c'en est bien une, et elle était vouée à n'avoir plus aucune vie. Et maintenant, ça pourrait être la pipe de Barbie, où elle est féminine, alors qu'une pipe, c'est quand même assez masculin. Enfin, quoique. Ouais, pas de mauvais jeu de mots. La théorie des genres, en ce moment, il faut faire attention. Manipuler avec attention. C'est comme les petites voitures, est-ce que c'est pour les garçons ou pour les filles? Moi, je sais pas. Je trouve que... Voilà, donc on voudrait pas devenir rasoir. Ouais, donc vous embêter. On va s'arrêter là. Donc on va peut-être s'arrêter là, parce que moi je suis très contente de l'échange qu'on a eu. Moi aussi. J'ai eu vraiment une très très bonne surprise hier en vous contactant presque par hasard, que vous acceptiez d'inaugurer cette session de live qui va durer jusqu'au 5 juin, et j'espère que je serai à la hauteur, parce qu'avec des gens comme vous, on se sent petit. Non, il n'y a pas de problème là. Je pense que vous allez faire des rencontres. En fait, c'est un métier aussi, c'est un métier de rencontre. C'est intéressant. Vous allez découvrir plein de gens. C'est aussi une chance qu'on a en restauration. Quand on s'intéresse aux gens, on peut découvrir des personnes qu'on n'aurait pas l'occasion d'aborder autrement, en fait. Tout à fait. Et qui ont un regard sur le... Tout le monde mange. Voilà, tout le monde mange. On va manger dans un restaurant avec une intention particulière, c'est de se régaler ou de paraître ou de faire plaisir. Et finalement, j'ai rencontré énormément de gens incroyables dans cet échange de cuisine. C'est un petit peu comme le musicien, en fait. Quand je voyage et je veux faire plaisir à les gens qui m'accueillent, je fais de la cuisine française. Donc je fais de la cuisine française en Chine, au Japon, en Corée. Voilà, c'est le pouvoir du partage et de la rencontre. Allô?
Oui, c'est Instagram m'appelle en fait. Et... D'accord. Merci de nous prévenir. Ils me disent on est un peu long là. On doit couper. Ouais. On doit couper. Donc, merci pour cette interview un peu marteau au sens artisanal du terme, parce qu'un marteau, c'est un outil. Et je vous suis extrêmement reconnaissante de nous avoir ouvert vos portes de ce solstice, et je vous souhaite tout le succès que vous méritez, et je sais que vous allez l'avoir. Ben oui, le solstice d'été approche et on est encore fermé, et ça c'est une... Patience. Voilà, grande tristesse pour nous. Merci à tous, merci Aurélie. Merci. Coupé. Alors il faut bien l'enregistrer.